avec deux éminents analystes, deux éminents experts, Hamzat Boukari Yabara, qui est un historien et un sociologue connu de l'Afrique, et Saïd Bouamama, qui est un sociologue et également historien, spécialiste des luttes décoloniales. Donc, avec ces deux éminents experts, nous allons traiter d'un sujet particulièrement intéressant et stimulant. C'est celui des trois figures, de trois écoles, même si le mot n'est pas toujours adapté, trois grandes figures des luttes décoloniales, Frantz Fanon, Patrice Lumumba et Malcolm X. Trois hommes qui se sont dévoués toute leur vie à l'émancipation, à la libération des peuples opprimés et qui aujourd'hui, par un curieux hasard de l'histoire, sont célébrés pour le centenaire de leur naissance. Ils sont tous nés en 1925. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire en liminaire, c'est que l'Afrique aujourd'hui semble être marginalisée dans le cours des conflits qui agitent la planète entre ce qui se passe en Asie occidentale, ce qui se passe aux confins de la mer de Chine méridionale et du détroit de Taïwan. Donc il y a comme une sorte de mise de côté de l'Afrique, y compris quand on regarde ce qui se passe du côté des BRICS, dont le sommet vient de se tenir à Rio de Janeiro, où il a été assez peu question de notre continent. Donc, je voudrais tout de suite donner la parole à Saïd Bouamama. C'est par ordre alphabétique. Donc, pour, pour nous parler un peu de ces centenaires-là, de manière libre et sans finalement se concentrer sur une personne en particulier ou sur une trajectoire particulière. Saïd, à toi la parole pour nous dire un peu ce que ça signifie aujourd'hui pour les luttes décoloniales contemporaines, ce que signifie le legs et l'impact de l'œuvre de ces grands panafricains, de ces grands libérateurs. Bien, je voudrais d'abord commencer par compléter la liste. 2025, c'est effectivement ces trois centenaires, mais nous sortons de 2024 et 2024, c'était l'anniversaire de d'Amilcar Cabral. Et l'année prochaine, en 2026, ça sera l'anniversaire de la réunion tricontinentale à La Havane en 1966, qui a vu converger l'ensemble des mouvements tentant l'émancipation nationale et sociale. Alors, si je complète ces trois anniversaires, c'est tout simplement pour indiquer que ces trois grands leaders sont le reflet d'une époque, sont le reflet d'une époque qui était une époque dans laquelle les espoirs de l'humanité en la libération nationale et sociale étaient en hausse, dans lequel l'offensive des peuples était importante. Nous étions donc dans une phase ascendante et une phase dans laquelle ces hommes sont le reflet, sont, on va dire, les porte-paroles d'un mouvement beaucoup plus global qui travaille l'ensemble des peuples qui étaient à l'époque colonisés pour construire une véritable indépendance nationale, c'est-à-dire véritablement sortir de la colonisation et pas simplement sous la forme d'indépendance formelle. L'ensemble de ces trois leaders ont d'ailleurs abordé cette distinction entre indépendance formelle, c'est-à-dire une indépendance qui se limite à une indépendance politique sans aller jusqu'à la maîtrise d'un des aspects essentiels qui est la dimension économique, ni d'ailleurs jusqu'au bout de la désaliénation culturelle qui a permis cette colonisation. Et donc, si on compare à aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans un moment où où ça frémit partout, dans des moments dans lesquels la colère n'a pas encore trouvé, la colère des peuples n'a pas encore trouvé de voix pour s'exprimer totalement, mais où on voit par touche, par-ci, par-là, renaître des dimensions d'espoir. Je pense au coup d'État patriotique dans toutes leurs contradictions en Afrique de l'Ouest. Je pense, malgré le génocide, au courage et à la lutte du peuple palestinien. Bref, un peu partout, on voit renaître des aspirations à une véritable transformation. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard qu'aujourd'hui réémerge, réapparaît, on ne sait pas d'ailleurs par quel mécanisme exactement, des mots d'ordre qui avaient marqué la décennie 60. Je pense au mot d'ordre de seconde indépendance qui réapparaît aujourd'hui
et qui est significatif du fait que les gens sont de nouveau dans une phase de libération nationale et sociale. C'est-à-dire que le pont qu'il y a entre ces deux périodes, celle de la décennie 50, 60, 70 et celle d'aujourd'hui, c'est que je pense que nous sommes de nouveau reconfrontés à la même réalité. La dépendance n'est pas simplement l'occupation territoriale, l'occupation militaire. Elle peut prendre une multitude de formes, de la pression économique à l'agression, à la dépendance par les mécanismes internationaux. Et c'est ce qui fait que nous avons à apprendre de cette période. Nous avons à apprendre de ces précurseurs, de ces pionniers qui ont été confrontés exactement aux mêmes difficultés, qui ont été amenés à devoir construire des organisations, à devoir construire des alternatives et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont débouché sur non pas des échecs, mais des défaites. Et il faut bien distinguer échecs et défaites. Défaites, c'est lié au rapport de force. Et ça ne veut pas dire que toutes leurs leçons sont erronées, ce serait un échec. Or, et donc, nous avons beaucoup à apprendre de cette période-là. Bref, je pense que nous sommes dans le second volet des libérations nationales qui ont été enclenchées à partir des années 45. Merci, Saïd. Hamzat, quel est ton point de vue, ton regard sur ces trois hommes, sur leur époque et sur leur legs? Oui, tout d'abord, je m'associe à Saïd hein, pour rappeler qu'il y a effectivement d'autres centenaires qui sont à saluer dans ce contexte-là. Rappeler également que les trois personnages dont nous parlons et beaucoup d'autres en fait dont on célèbre le centenaire sont morts avant d'avoir eu 40 ans. Je pense que c'est important de le rappeler. Fanou et Lumumba sont partis en 61, la même année, l'un en janvier, l'autre en décembre, et Malcolm X en 65. Donc, ils n'ont pas pu atteindre, je pense, la plénitude politique, intellectuelle, militante qui aurait été la leur s'ils avaient pu vivre un peu plus longtemps. Et ça aussi, ça doit nous interpeller sur la manière dont les potentiels révolutionnaires ont été coupés à la racine et comment aujourd'hui se pose la question de la transmission générationnelle. Je pense que les centenaires, le centenaire, ce n'est pas rien, c'est vraiment un symbole très important. C'est le symbole d'un nouveau printemps, c'est le symbole d'une renaissance, c'est le symbole également, je dirais, d'une diffusion et en même temps d'un risque d'appropriation de ces figures-là. D'où l'importance, je pense, effectivement, de bien rappeler le contexte dans lequel elles ont évolué, parce que pour le centenaire de Fanon, tout le monde se réclame de Fanon. Pour le centenaire de Malcolm X, tout le monde se réclame de Malcolm X, et c'est pareil pour Lumumba. Même ceux qui ont totalement combattu les idées qu'il défendait s'en réclament aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important effectivement de rappeler qu'ils se sont mobilisés, engagés dans des périodes très particulières, avec des trajectoires assez intéressantes, puisque les trois sont, je dirais, des figures qui ont fait leur propre révolution intérieure. Fanon n'est pas issu, je dirais, du prolétariat martiniquais. Lumumba, au départ, était un aliéné qui visait à devenir un évolué, c'est-à-dire ces Noirs finalement très assimilés au système colonial. Et Malcolm X explique également dans sa jeunesse un certain nombre de complexes qui, pour chacun des trois, vont être amenés en fait à connaître des moments déclics, des moments charnières. Dans le cas de Fanon, c'est l'engagement pour libérer la France du nazisme. Il constate finalement qu'il va libérer des Français qui se foutent totalement de la libération de leur propre pays. Et il écrit cette fameuse lettre à ses parents en disant « Je me suis trompé ». Et c'est très important parce que c'est de là, je pense, que démarre sa compréhension de l'engagement nécessaire pour les indépendantistes algériens. C'est quelqu'un qui a participé à la libération de la France contre le nazisme, non pas parce qu'il croyait réellement en la mère patrie, mais parce qu'il avait des principes. Il faut lutter contre le nazisme, il faut lutter contre le fascisme et les totalitarismes. Et lorsqu'il a compris que ce même système se déployait en Algérie vis-à-vis des colonisés, eh bien, il a pris fait et cause pour les indépendantistes contre la France coloniale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une époque où nous avons besoin, je dirais, de décanter les mystifications, d'amener à ce que Cabral appelait le suicide de classe. Je pense que la trajectoire de Fanon, qui aurait pu rester un médecin bourgeois dans une ville moyenne de France ou à Paris ou je ne sais où, est extrêmement important. Dans le cas de Malcolm X,
c'est évidemment l'assassinat de son père qui détruit le noyau familial, et le passage carcéral et la récupération par Nation of Islam. Et là aussi, la capacité qu'il a eue dans les 18 derniers mois de sa vie à rompre avec Nation of Islam pour embrasser une autre forme d'islam plus en phase avec les luttes politiques de l'époque, les luttes d'indépendance, les luttes de décolonisation, et créer également, donc sur la fin de sa vie, une organisation de l'unité afro-américaine, et surtout de comprendre la nécessité qu'il fallait passer de l'enjeu d'un nationalisme noir à un enjeu de l'internationalisation de la question des droits de l'homme, Global Human Rights, qui incluait la nécessité de mener ces tournées au Moyen-Orient et en Afrique dans les années 64-65. Donc je pense également que ce virage est extrêmement important. Et dans le cas de Lumumba, on a effectivement une personne qui vise à devenir un évolué, c'est-à-dire un relais finalement du système colonial, qui écrit d'ailleurs un livre dans lequel il explique que le Congo, terre d'avenir, est-il menacé, que le Congo finalement est totalement en phase avec le projet colonial belge, un livre qui sera publié à titre posthume et qui montre finalement l'évolution de sa pensée et qui va être, je dirais, totalement converti, retourné à 180 degrés au panafricanisme lors de la conférence panafricaine des peuples d'Accra en décembre 58, où il rencontre précisément Frantz Fanon. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement ces trajectoires de continuité, de rupture, de croisement, de transactions politiques et idéologiques qui se font dans cette période vraiment très resserrée entre, je dirais, 1955 et 1965. Et donc, lorsque Lumumba revient ensuite à Léopoldville, il prend le devant d'un processus d'indépendance du Congo qui s'inscrit également dans une vision, je dirais, panafricaine et anti-impérialiste. Là aussi, c'est très important, je pense, de rappeler que ces trois figures, évidemment, elles sont transversales, mais on peut leur associer à chacune un type, je dirais, de système qu'elles ont combattu plus précisément. Dans le cas de Lumumba, c'est la question du capitalisme. Le Congo est vraiment le laboratoire de ces systèmes de multinationales, de interlock corporate, de capitalisme financier et industriel du fin 19e, début 20e siècle, que Lumumba a mis en danger par justement sa volonté de développer un Congo indépendant. Et on a jusqu'à aujourd'hui des métastases dans la situation actuelle du Congo de l'époque de Lumumba. Le positionnement de Malcolm X touchait quand même la question du racisme, mais avec une compréhension que la question du racisme était liée au rapport de force international et qu'il fallait que les Noirs américains, dans la lutte contre le racisme, contre le gouvernement états-unien, donc également avec un parallèle dans l'actualité, s'internationalisent et se solidarisent avec les peuples africains, le peuple palestinien et tous ceux qui sont en lutte contre cet impérialisme-là. Et là aussi, je pense que c'est vraiment l'un des points de fixation qui explique pourquoi des disciples de Malcolm X, comme Stokely Carmichael notamment, mettront bien en avant, ou le Black Panther Party, mettront bien en avant la solidarité entre la cause noire américaine et la cause palestinienne. Et dans le cas de Fanon, c'est la question du colonialisme qui, effectivement, est finissant lors de la fin de sa vie, n'a pas vu l'indépendance de l'Algérie, mais dont il avait déjà compris que ce colonialisme-là allait se recycler dans le néocolonialisme, parce que tout simplement les indépendances qui étaient accélérées au tournant des années 60, indépendance en partie grandement accélérée par l'indépendance de la Guinée, par la guerre d'Algérie et par la guerre du Cameroun, allaient développer dans ces pays francophones notamment des bourgeoisies compradors, des relais du système impérialiste qui allaient être beaucoup plus difficiles finalement à dégager que l'ancien colon. Donc je pense qu'à travers une réflexion croisée sur Lumumba, sur Fanon, sur Malcolm X, on peut arriver à circonscrire un certain nombre d'enjeux systémiques qui tirent leurs racines de la période des post-Seconde Guerre mondiale et dont on voit 80 ans après la création des Nations Unies en cette année 2025, la nécessité de les réactiver, la nécessité de les réintégrer dans nos organisations, dans nos formations, dans nos réseaux, dans nos rencontres,
et surtout, je dirais, de les adapter aux nouvelles formes de colonialisme. Je pense notamment au colonialisme numérique et digital, la manière dont les nouvelles technologies, la manière dont l'intelligence artificielle, la manière dont les systèmes de surveillance et de renseignement sont en train aujourd'hui de se préciser, de se moderniser, n'est qu'en fait une répétition des systèmes de renseignement, des systèmes de répression qui ont largement contribué à l'élimination de Lumumba, de Fanon et de Malcolm X. Donc il y a aussi un travail à faire sur les mécanismes de répression, sur les systèmes d'élimination. Dans le cas de Lumumba, c'est un complot international. Dans le cas de Malcolm X, c'est également une mort, entre guillemets, non élucidée, comme on dit, qui est en train de revenir sur le devant de la scène, puisqu'il y a des documents qui ont été déclassifiés. Et dans le cas de Fanon, on est également dans un contexte un peu particulier, puisque Fanon était quand même traqué. Et ces trois personnages-là, je pense qu'ils sont des références, des modèles. Alors, je ne dirais pas indépassables en tant que tels, mais ce sont très clairement des directions, des orientations que nous devons mettre en avant dans nos luttes et également dans le travail de transmission aux nouvelles générations. Et donc, c'est tout l'intérêt, je pense, de ce centenaire, de faire un peu le bilan de ces trois figures et des autres figures, et de voir un peu qu'est-ce qui, dans la période contemporaine, peut faire sens pour leur redonner, je dirais, leur plein potentiel dans les luttes actuelles. Donc voilà quelques-unes des réflexions, on va dire, préliminaires que je souhaitais apporter en complément de celle de Saïd. Merci beaucoup, Hamza. C'est très stimulant. Ce qui est intéressant dans cette co-célébration, cette co-commémoration de ces trois énormes figures, c'est quand même que chacune renvoie à une réalité qui aujourd'hui se définit en termes vraiment tout à fait violents. Malcolm X et Trump, Patrice Lumumba et la situation actuelle et qui dure depuis des années au Kivu et la désagrégation en fait du Congo, Fanon bien sûr vis-à-vis en regard de la Palestine. Donc je crois qu'on peut regarder tout cela avec un œil critique en se posant la question de savoir mais pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas bougé depuis cette époque lointaine, hein, le début des années 60, pourquoi finalement on est toujours dans une sorte de statu quo néocolonial duquel nous avons le plus grand mal à nous sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques signes ici et là de rupture avec l'ordre occidental, pour parler la langue de Fanon, la logique européenne, plus exactement pour parler la langue de Fanon, mais on reste quand même dans des rapports de suggestion, des rapports de domination qui restent, qui définissent encore la réalité politique et économique de ces pays. Qu'est-ce que tu en dis, cher camarade Bouamama? Je ne peux que partager cette approche. En réalité, je la nuancerai que sur un point, qui est de dire que l'Afrique n'en est que là. En réalité, l'Afrique n'a pas cessé, depuis la décennie 60, de tenter. L'image d'un continent qui serait un continent qui ne s'est pas battu est une erreur de regard. On ne juge pas une époque sur son résultat simplement. On juge une époque également par ses tentatives. Or, l'Afrique a été le terrain d'une multitude de tentatives. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait, et c'est sans doute le continent où il y a eu le plus de tentatives de rupture. Si l'on cumule toutes ces tentatives, indépendamment de leur cohérence, indépendamment de leur niveau de réussite, etc., c'est le pays qui a tenté le plus de sortir de la dépendance. La question qui nous est posée, c'est pourquoi, malgré l'ensemble de ces tentatives, nous en sommes là aujourd'hui. C'est sans doute en prenant la dimension de quel est l'enjeu de l'Afrique par rapport à la distribution de puissance dans le monde que l'on peut avoir la réponse à cela. L'Afrique est sans doute le continent
qui marque la domination mondiale. De par, de par la richesse de son sous-sol, bien entendu, de par également les nouveaux minerais et l'importance de ces minerais dans la distribution de puissance aujourd'hui. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on va réussir dans un rapport de force qui fait de l'Afrique un nœud stratégique, comment on va faire pour atteindre un rapport de force qui permette réellement la rupture. Parce qu'en réalité, les tentatives ont échoué, parce qu'à chaque fois, les rapports de force ont été insuffisants au regard de l'ampleur des interventions extérieures, que ce soit sous forme de pression économique ou sous forme d'intervention militaire. Et là, on est devant un problème redoutable qui avait été déjà posé à l'époque des trois leaders que nous commémorons aujourd'hui, qui est la question de l'unité panafricaine nécessaire pour être à la hauteur du rapport de force qui est un rapport de force mondial en réalité. Et c'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui, et sans doute que en plus des initiatives nationales et des mobilisations nationales, faut-il se dire que la réussite d'une rupture à un niveau national nécessite d'avoir un background panafricaniste, un background d'alliés extérieurs qui soit beaucoup plus grand. Je pense que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que rompre en Afrique signifie dépasser le cadre national pour avoir des alliances au moins au niveau régional qui permet de tenir face à l'impérialisme. Oui, c'est absolument vrai. Et Hamza, pourquoi ne arrivons-nous pas à constituer ces forces conjointes, ces forces communes? Pourquoi n'arriverons-nous pas à fédérer nos luttes? Pourquoi systématiquement, depuis... c'est vrai qu'il y a le jeu des intérêts contradictoires, le jeu des puissances extracontinentales, tout cela, mais la force de mobilisation chez nous est quand même bien réelle. Mais pourquoi n'aboutit-elle pas? Je crois que Fanon disait très clairement qu'il ne peut pas y avoir une Afrique qui avance et une Afrique qui recule. Et c'est cette difficulté que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a une Afrique qui a avancé, qui a été le terrain de mouvements de libération, de lutte armée, d'indépendance arrachée. Les pays d'Afrique australe, l'Algérie, la Guinée d'une certaine manière, et des pays qui ont été le fruit d'indépendance, on va dire, négociée, même quand il y a eu des luttes, qui n'ont pas permis, je dirais, d'avancer au même niveau. Donc on a un continent qui est dans une forme de, comment dire, qui s'est réuni autour d'un consensus au moment de la création de l'OUA. Et cette logique du consensus, elle a éteint, je pense, une certaine dialectique des luttes de libération. Elle a été le choix du moindre mal. Et encore aujourd'hui, malheureusement, nous sommes un continent qui évolue sur la ligne du moindre mal. Vous le voyez par exemple sur le cas des nombreux traités que la République démocratique du Congo a pu signer depuis une vingtaine d'années. À chaque fois, il s'agit, entre guillemets, de négocier la paix et jamais réellement de poser la question de la justice. Or, si vous vous en limitez uniquement à la paix, vis-à-vis de groupes armés, vis-à-vis de déstabilisation, vous êtes certain que ces déstabilisations vont reprendre. Donc la question de la justice, la question, je pense, de traduire d'une certaine manière ceux qui ont, je dirais, trahi la cause de l'unité africaine, ceux que Cabral pointait quand il parlait du concert de la trahison lors des funérailles de Nkrumah. Voilà, donc même d'un point de vue historique. Voilà, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans un certain nombre de pays l'impossibilité d'écrire l'histoire de ces pays-là parce que les pouvoirs en place sont encore le résultat d'usurpation au moment de l'indépendance. Je pense notamment au Togo, par exemple, qui fait actuellement parler. On peut aussi parler du Cameroun, d'un certain nombre de pays. Donc, tant que cette histoire, je dirais, est amputée à la racine, il est extrêmement difficile de développer des consciences nationales, des consciences historiques qui, je dirais, permettent de matérialiser les résistances. Un autre élément, c'est évidemment le fait que Fanon le disait aussi, ce qui manque à l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie. C'est le plus grand danger qui guette l'Afrique indépendante. Et effectivement, ça a été un peu rappelé par Saïd, il faut cette idéologie socialiste, révolutionnaire, panafricaniste unifiée,
qui n'a jamais pu réellement se mettre en place. Il y a eu des courants, le kroumaïsme, le cabralisme, etc. Mais il n'y a jamais eu, je pense, le temps, en termes, je dirais, de fenêtre historique pour permettre à tout cela de se solidifier, de se consolider et surtout de se diffuser dans un espace suffisamment important. Donc la question du statu quo, ce n'est pas celle que j'utiliserais. Je pense que l'Afrique est vraiment une terre de convulsions. C'est une terre volcanique, c'est une terre éruptive, c'est une terre où l'imprévu peut surgir chaque jour, alors que dans les pays occidentaux, bon, s'il survient quelque chose d'imprévu, c'est quand même assez rare. Alors que dans les pays africains, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On ne sait pas, on sait avec qui on commence l'année à la tête d'un pays, mais on ne sait jamais si c'est avec cette personne-là qu'on la finira. Donc il y a quand même, je pense, des fenêtres, comment dire, d'opportunités qui sont là. Un autre élément, c'est quand même la question des partis politiques et des mouvements de libération. On a, je pense, un certain nombre de partis politiques qui avaient cette fibre internationaliste, panafricaine et révolutionnaire, qui ont été parfois happés par le pouvoir d'État et parfois aussi par la paranoïa du pouvoir, qui fait qu'ils n'ont pu, je dirais, réellement déployer les logiques de libération jusqu'au bout. Voilà. Et enfin, le dernier élément, c'est évidemment, comme l'a indiqué Saïd, la place stratégique du continent africain, qui est celui où on retrouve en fait toutes les puissances impérialistes. On est vraiment confronté, comme disait Lénine, à la partition économique du continent africain vis-à-vis de ces impérialismes-là. On peut parler des différentes puissances, on peut parler des multinationales, on peut parler également comment dire, des institutions financières internationales et évidemment aussi des organisations beaucoup plus géoculturelles dans le soft power qui font qu'on est encore dans une situation où on a l'impression que les Afriques s'ignorent, non pas uniquement géographiquement, mais aussi linguistiquement. Donc on a vraiment tout ce travail-là à mener avec en filigrane des luttes de décolonisation qui ne sont pas terminées. Je pense à Mayotte, je pense à d'autres territoires. Je pense également au territoire de la Caraïbe, la Kanaki, qui font que paradoxalement, nous avons encore aujourd'hui du travail. Si nous sommes là pour le centenaire de Fanon, de Lumumba, de Malcolm X, c'est parce qu'il y a encore du travail à mener, contrairement à d'autres figures dont le centenaire se résume souvent à un dépôt de gerbes de fleurs. Là, nous avons encore des luttes à mener et c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Eh bien, c'est tout à fait intéressant. Donc, moi, je retiens de ce que vous dites, c'est que tous les deux, c'est que finalement, l'histoire est en mouvement en Afrique, que l'idée d'une Afrique statique, immobile, est une idée fausse et complètement incongrue. Il y a des mouvements, il y a des tensions, il y a une tectonique politique en action sur ce continent. Ce qui est frustrant, c'est effectivement, c'est non pas la défaite, mais ces échecs à répétition et cette incapacité de renouveler nos capacités de résistance et de provoquer, de susciter d'autres incarnations comme celle de ces trois grands précurseurs de la libération. Il y a effectivement comme une sorte de vide idéologique qui n'est rempli par rien depuis la chute du mur de Berlin. On a l'impression qu'il y a une sorte de statu quo politique. Pas humain, pas sociologique, mais dans la formation des idées, dans la formation des organisations. On sent qu'il y a ce discours autour du panafricanisme renaît à peine de ses cendres après une très longue parenthèse. Et encore aujourd'hui, on voit les tensions qui peuvent exister entre certains pays et entre certains régimes qui, à mon avis, n'arrangent en rien notre processus d'indépendance vis-à-vis de l'Occident et pour un développement autocentré. C'est d'autant plus inquiétant que l'Afrique est un continent extrêmement dynamique sur le plan démographique et qu'il va falloir relever des défis qui sont totalement colossaux. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quand et comment, si tant est qu'on puisse le deviner ou l'anticiper, comment fabriquer, comment contribuer à ce processus de fabrication, de construction d'axes de lutte communs à la majorité de nos peuples. Ça aide.
Oui, alors, bah, pour répondre à la question, je voudrais peut-être insister sur quelques-unes des thèses des personnes que l'on commémore aujourd'hui. Je commencerai par Fanon, dont un des apports essentiels pour moi, ça a été de nous aider à comprendre le processus de désaliénation. Euh, Aujourd'hui, on entend un certain nombre de discours qui, tout en se disant décoloniaux, peuvent sous-estimer l'ampleur de ce qu'a été l'aliénation, peuvent sous-estimer l'ampleur de ce qu'a été l'esclavage et la colonisation, la violence totale que cela suppose, et ce que ça a détruit au sein même des peuples colonisés. Je pense que on a trop tendance aujourd'hui à faire comme si il n'y avait plus de traces de ces périodes-là. Il y a encore des traces. Nous sommes traversés par du trauma qui vient de ces périodes-là et qui continue à agir de manière consciente ou inconsciente sur nos comportements, nos pensées, etc. En gros, Fanon nous dit, vous savez, les trois phases de la désaliénation, c'est d'abord une première phase où on tente de ressembler à son dominant. Autrement dit, d'où le titre de son livre, Peau noire, masque blanc, on va tenter, dans l'espoir d'atteindre l'égalité, d'entrer dans le discours du colonisateur. Nous trouvons encore aujourd'hui un certain nombre de personnes pour qui les théories de référence, les concepts, les manières de poser les questions renvoient d'abord aux pays européens, aux pays occidentaux. La seconde phase, nous dit Fanon, c'est la phase exactement inverse, qui est de retourner complètement le stigmate, dans lequel on va donc valoriser tout ce que le colonisateur a dévalorisé. On va revendiquer tout ce qu'il a sali, etc. Ce mécanisme-là, eh bien là aussi, on le retrouve encore aujourd'hui dans les attitudes, les réflexions d'un certain nombre de militants. Et puis, nous dit Fanon, la troisième phase, qui est la seule phase de désaliénation, c'est lorsqu'on a dépassé cela, et que l'on ne se compare plus aux colonisateurs, ni en positif, ni en rejet, mais que l'on construit une réalité à partir de notre propre réalité concrète. Je pense qu'une des conditions pour dépasser ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vraiment de nous interroger sur le véritable diagnostic sur la désaliénation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et cette question-là, elle est effectivement importante. Ça nous permettra de trier entre des solutions qui se présentent à nous et qui nous mènent à une impasse, et des solutions qui peuvent permettre de dessiner l'avenir ou d'inventer l'avenir, comme disait Thomas Sankara, un autre des leaders. La seconde dimension qui me semble importante, c'est de reprendre ce que disaient Cabral et Fanon d'ailleurs sur la question de la transmission, et qu'a abordé Hamzat tout à l'heure. Nous avons besoin de transmission. Les peuples dominés ont tout de suite compris, quasiment de manière instinctive, l'importance de la transmission. Fanon souligne dans ses écrits comment il a été surpris de voir des Algériens analphabètes gardant précieusement des livres en arabe de l'époque précoloniale, comme s'ils étaient conscients que leur histoire était dedans et que cette transmission était importante. Quant à Cabral, il indique lui-même l'importance d'un travail conscient sur la transmission avec les écoles de formation qu'il a mis en place dans le Maquis ou dans les régions libérées de Guinée-Bissau. Et donc, on a une transmission qui fait encore aujourd'hui défaut. La transmission n'est pas, il y a une transmission spontanée, mais c'est pas cette transmission spontanée qui suffit pour construire un mouvement cumulatif. En réalité, nous avons besoin d'une transmission cumulative dans laquelle les nouvelles générations ne refont pas les débats des anciennes générations, mais repartent là où se sont arrêtées les anciennes générations. Ce qui suppose effectivement que nous prenions au sérieux ce travail de formation politique, de formation idéologique, de transmission des débats du passé pour ne pas les reproduire et pour pouvoir aller plus loin. Et puis il y a une troisième dimension qu'ont très bien souligné de nouveau Fanon et Cabral, qui est l'apparition, les mutations de la question des classes sociales. Tant que nous étions sous une dimension coloniale directe, toutes les classes sociales étaient comprimées par la colonisation, y compris la bourgeoisie était comprimée par la colonisation. Et donc, il pouvait y avoir des convergences beaucoup plus fortes entre les différentes classes sociales. Les indépendances vont venir accélérer le processus de cristallisation des classes sociales, et l'illusion
d'une transformation en Afrique qui s'appuierait sur l'ensemble des classes sociales, en gros reproduire le modèle des libérations nationales aujourd'hui, eh bien serait une erreur mortelle, et est une erreur mortelle, parce qu'elle existe et elle fonctionne dans bien des endroits, est une erreur mortelle. Bien entendu qu'il y a des intérêts communs, parce qu'il y a un impérialisme qui continue à dominer les économies, mais les différentes classes sociales n'ont plus des intérêts aussi convergents qu'à l'époque de la colonisation directe. Et donc, il faut se poser la question des classes sociales en mesure de porter un véritable processus d'émancipation nationale. Cabral disait déjà, ce sont les classes populaires qui sont les seules à avoir un intérêt à aller jusqu'au bout dans la libération nationale, alors que la petite bourgeoisie peut très bien, Hamzat l'a souligné, peut très bien décider que son destin, c'est de devenir une bourgeoisie. D'où sa thèse sur le suicide de classe, demandant à la petite bourgeoisie de choisir et de choisir conseil des classes populaires. Et donc, on a dans ces trois thèses-là, à mon avis, des éléments de réponse sur ce qu'il faudrait développer aujourd'hui pour pouvoir aller vers une véritable émancipation nationale et sociale. En gros, prendre au sérieux le processus de désaliénation, travailler sérieusement à la transmission d'un savoir cumulatif, et troisièmement, s'appuyer sur les classes populaires, c'est-à-dire essentiellement la paysannerie et le petit prolétariat, qui devient un grand prolétariat aujourd'hui avec les délocalisations. Oui, tu renvoies directement là au chapitre 3 des damnés de la Terre, les méfaits de la conscience nationale les orientations et la structuration des bourgeoisies chez nous. Et effectivement, face à la collusion de ces bourgeoisies compradors, face à leur soumission à l'ordre impérial et au pillage que l'on voit aujourd'hui de manière concrète, il n'y a que la révolution africaine pour reprendre le titre d'un hebdomadaire où travailler, c'est bientôt l'anniversaire de son décès, la veuve de Frantz Fanon, Josie, Allah yarhama, qui était elle aussi une militante internationaliste et panafricaniste tout à fait résolue et à laquelle je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Donc c'est cette révolution africaine qui vient. Hamzat, comment tu l'aperçois, comment tu la vois, comment tu la souhaites? Tout d'abord, je pense qu'il y a des, comment dire, il y a des préalables. C'est-à-dire que le continent africain est un continent qui est agressé depuis plusieurs siècles, qui est celui où se pose peut-être de la manière la plus vive, la plus concrète, la question de la sécurité. C'est Cheikh Anta Diop qui disait que la sécurité précède le développement. Et cette question de la sécurité, on la voit par rapport justement aux différents conflits, aux guerres de déstabilisation, aux interventions étrangères, par rapport aux répressions qui sont également faites contre les populations par leurs propres armées, qui servent souvent des intérêts bourgeois, néocoloniaux. Là, on le voit notamment par exemple au Kenya ou même encore au Togo, ou même dans d'autres pays. Et donc cette question de la sécurité, des intérêts servis par la sécurité, je pense qu'elle est extrêmement importante. Il faut repenser, décoloniser la sécurité, décoloniser l'État tel qu'il est construit, parce qu'il est encore trop le résultat de l'État colonial. Et donc ça nécessite effectivement de briser des organigrammes, je ne dirais pas d'inventer, mais de retrouver de nouvelles formes de gouvernance ou de s'appuyer sur des formes de gouvernance peut-être plus locales, plus endogènes, ou de s'inspirer de formes de gouvernance qui peuvent exister en Amérique latine, en Asie, dans la Caraïbe, dans d'autres territoires où il y a également des luttes qui sont menées contre les multinationales, contre l'impérialisme, contre le capitalisme, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la révolution n'est possible que s'il y a une communauté d'objectifs. Saïd parlerait de communauté de destin, moi je rajoute une communauté d'objectifs. Donc il faut cette communauté d'objectifs qui permet d'avancer ensemble, qui permet de dérouler un véritable agenda à l'échelle continentale ou transcontinentale ou intercontinentale ou internationaliste, ou sud-sud, je ne sais pas, mais en tout cas avoir cette communauté d'objectifs qui me semble essentielle. Il y a eu des fortes unifications qui ont été faites dans des causes comme la lutte contre l'apartheid, comme la lutte contre le colonialisme, qui encore une fois n'est pas terminée. Donc il y a, je pense, des dynamiques qui peuvent
mener vers cette communauté d'objectifs. On peut repenser la question du climat sous l'angle justement du capitalisme, du colonialisme et de l'impérialisme pour développer aussi une approche panafricaniste qui inclut la question des ressources, qui inclut la question du développement endogène, qui inclut la question d'un mode de société, d'une révolution agraire différente. On est aussi confronté au fait que les sociétés africaines sont des sociétés assez particulières. Souvent, elles ont une forte dose de tradition. Voilà, il y a une conservation des langues locales, des traditions, des coutumes, souvent bien plus forte qu'on ne le pense, et en même temps une forte occidentalisation à travers notamment la forte urbanisation. Et donc, on a des sociétés qui, dans chacun des pays, sont, je dirais, stratifiées, pas de manière hiérarchique, mais qui, dans chaque pays, luttent contre elles-mêmes. La société algérienne, camerounaise, sénégalaise, béninoise lutte contre elle-même. Elle lutte aussi contre d'autres sociétés, africaines ou étrangères, et elle lutte contre son propre environnement. Donc on a, je pense, au niveau des métabolismes de chacun des pays africains, des dynamiques à croiser, comment dire, des priorités comment dire, à faire, à faire rejaillir. Et cela nécessite, je pense, un vrai état des lieux, une vraie lecture, comment dire, alternative de l'état du continent africain, autre que ce que nous proposent des organismes comme le NEPAD ou les agences de l'Union africaine ou de Bretton Woods. Donc nous avons besoin au niveau panafricain de think tanks qui soient en mesure, je pense, de traduire en termes de politique publique, en termes d'objectifs, toute la pensée que nous produisons. Et dans cette question de la pensée, c'est là qu'on rejoint effectivement Fanon, ben c'est recoller, reconnecter la pratique et la pensée. J'ai souvent l'impression que dans un certain nombre de pays où il y a des choses qui se font, où il y a du potentiel, il y a 95% de pratique et 5% de pensée. Et que dans d'autres Oui, espaces, il y a 95% de pensée et 5% de pratique. Donc je pense qu'il y a un travail à faire en termes de reconstitution de la praxis pour redonner, je pense, une colonne vertébrale à cette révolution-là. Et c'est parce qu'il y a une forte jeunesse africaine qui est là, qui est encore dans une position, je dirais, indéterminée. Elle peut tout aussi bien basculer sur des logiques révolutionnaires progressistes que sur des logiques révolutionnaires conservatrices, voire néocoloniales, qu'il faut qu'on mette en place tout ce qu'on peut mettre en place pour les faire basculer, comme disait Cheikh Anta Diop, du bon côté, du côté de ce destin fédéral. Ce n'est pas évident parce qu'en face, il y a des intérêts, des agents, des stratégies d'Emmanuel Macron qui drague la diaspora, bon, il y a beaucoup d'adversité. Et donc, il faut qu'on prenne vraiment, je dirais, la persévérance et comment dire, l'intégrité, l'incorruptibilité des figures que nous commémorons, parce que si nous les commémorons, c'est parce qu'elles ont refusé d'être achetées et c'est parce qu'elles sont restées en phase avec leurs idéaux et leurs principes jusqu'au bout. Donc, plus nous formerons des personnes jeunes ou moins jeunes dans ce moule-là, plus la révolution sera, je l'espère, qualitativement à la hauteur. Voilà, mais de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il y aura des révolutions. Maintenant, reste à savoir la qualité de ces révolutions-là, notamment sur le plan politique. alors la question que je pose à vous deux, c'est ces révolutions-là, quand on fait un bref tour d'horizon de cette histoire panafricaine depuis les années 60-70, c'est qu'il y a quand même une donnée constante qui apparaît partout, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, c'est l'échec de l'état de droit. L'échec patent de l'état de droit. Nulle part, me semble-t-il, ou à de très rares exceptions, et pour de brefs moments, n'avons-nous pu construire des États, je n'aime pas le mot, mais démocratiques, entre guillemets, où il y existe un minimum d'équilibre des pouvoirs et de liberté publique. N'est-ce pas là peut-être un des éléments premiers, un des éléments moteurs de la révolution à venir sur le plan principiel, sur le plan fondamental, évidemment, sans du tout
secondariser les questions sociales et les questions de justice, mais il y a quand même cette absence phénoménale de l'état de droit qui a permis, à mon avis, qui a facilité l'intervention des puissances étrangères et des institutions dont Hamzat parle à juste raison. J'ai longtemps été en charge de la dette du pays et j'ai vu ce qu'ont pu faire ces institutions de Bretton Woods en Afrique subsaharienne. C'est une catastrophe quand on voit qu'elles ont pu couper dans les budgets d'éducation et dans les budgets de santé de pays tout entiers sans qu'il y ait de résistance possible. Et je pense que le bâillonnement par les autoritarismes a largement contribué à empêcher cette dynamique de remise en cause de la justice, de l'absence de perspective et de l'insécurité fondamentale dans laquelle nos sociétés, pour la plupart, vivent. Qu'est-ce que tu en dis, Saïd? Alors, d'abord, pour bien comprendre pourquoi on est dans cette situation, il faut replacer l'ensemble du contexte, même si je partage la conclusion qui est la tienne, mais c'est important de repartir de l'ensemble du contexte. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle toutes les expériences de rupture ont été confrontées à des ingérences énormes, à des interventions multiples, et donc on n'a pas laissé les expériences pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je me refuse de parler d'échec de ces différentes expériences. Je ne sais pas ce qu'aurait donné la Guinée de Sékou Touré si on n'avait pas eu l'ensemble des pièges, des mécanismes de pression, des asphyxies, des tentatives de déstabilisation, etc. Et la Guinée est un bon exemple puisqu'on a eu quelqu'un qui a porté l'espoir africain et l'espoir guinéen et africain plus largement, et qui s'est terminé sur quasiment une véritable paranoïa de Sékou Touré, qui était dans la hantise de l'intervention étrangère et qui a réduit toutes les libertés démocratiques à la fin de son passage au gouvernement. Et c'est le cas de beaucoup d'expériences. Encore aujourd'hui, l'Afrique pullule d'ONG, d'interventions, de financeurs qui viennent tenter d'influencer, d'orienter, de manipuler les contestations réelles qui viennent des problèmes vécus par les peuples et les classes populaires. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se réalisent les ruptures aujourd'hui, ou en tout cas les tentatives de rupture. Je pense que l'idée qui consiste à penser que la pression internationale est telle qu'on ne peut pas se permettre le luxe des libertés démocratiques, parce que c'est ça que disent un certain nombre de pouvoirs aujourd'hui, ou que disent un certain nombre de militants également, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. La seule manière de résister à la pression internationale, c'est justement de pouvoir avoir un appui réel et profond avec les classes populaires, et donc que ces classes populaires puissent avoir accès à un certain nombre de droits démocratiques sans lesquels, pourquoi elles accorderaient leur confiance. Je prends souvent l'exemple du Venezuela, parce que le Venezuela a été confronté à de multiples tentatives de déstabilisation, mais le lien entre les leaders politiques et le peuple vénézuélien fait que ça a été un échec de manière systématique. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, confrontés à la même situation, aux mêmes ingérences, etc., ça tienne aussi longtemps. L'exemple de la Syrie l'a montré. On avait une ingérence impérialiste, mais ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait aucun lien avec le peuple en Syrie. Et donc, l'analyse qui consisterait à dire il y a priorité à lutter contre l'ingérence extérieure sans prendre en compte le front intérieur serait une erreur fondamentale. Et je pense qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, on se retrouve dans cette limite-là, dans cette cécité-là, avec l'idée qu'il y aurait un ennemi extérieur qui ne serait pas en lien avec la situation intérieure. Seul un peuple doté de droits démocratiques et conscient des enjeux peut résister à l'ingérence extérieure. Hamzat, justement, face à cette revendication des peuples
de tout le continent, hein, du nord au sud. Pour ceux qui ont un peu voyagé, ils le sentent bien, qu'il y a cette demande. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons comme réponse que des coups d'État militaires, des épidémies de putschistes un peu partout. Comment faire? Quelle est l'issue face à cette fatalité des coups d'État dont nous sommes aujourd'hui, auquel nous sommes totalement habitués, au point que c'est presque un mécanisme normal de succession et d'accession au pouvoir. Ben, je pense qu'effectivement, les États africains sont dans leur bonne majorité dysfonctionnels. Alors certains s'en sortent, hein. Certains arrivent à avancer à la manière d'États classiques, structurés, etc. Souvent dans une logique libérale ou néolibérale, ce qui pose d'autres problèmes. Puisque l'un des enjeux derrière ce débat sur la question de l'état de droit, c'est la démocratie, mais quelle démocratie? Voilà, c'est-à-dire que l'Occident est arrivé déjà du temps de la guerre froide contre le bloc soviétique en disant bah, nous allons imposer la démocratie comme étant finalement le seul modèle pour arriver au progrès, au développement, etc. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce sparadrap de la démocratie qui a été posé dans les années 90 de manière totalement opportuniste à travers différents discours et différentes politiques, Mitterrand, Carter, etc., ne tient pas. Voilà, on a eu une première période avec des régimes à parti unique, des systèmes à parti unique, où les États se sont construits de manière monolithique des partis-États, puis ça s'est effrité et on est passé dans le multipartisme, où la démocratie est devenue une rente, et l'impérialisme a fait de la démocratie une rente économique et politique. Et aujourd'hui, on est effectivement confronté à un essoufflement de ce modèle-là, qui s'inscrit aussi dans des contextes de crise et d'agression impérialistes qui ont frappé la Libye, qui ont frappé la Côte d'Ivoire, donc les agressions françaises et otaniennes sur ces deux pays-là, s'inscrivaient aussi dans l'idée de remodeler les modèles politiques de ces pays-là et de développer en fait une politique du chaos. Donc ce qui s'est passé dans l'espace sahélien s'inscrit aussi, je pense, dans des indépendances, des décolonisations non abouties, puisque l'un des enjeux, c'est arracher cette fameuse souveraineté vis-à-vis de la France, vis-à-vis du franc CFA, vis-à-vis de la présence de l'armée française, d'autres éléments, etc., vis-à-vis de tout ce qu'on appelle le pacte colonial. Et il y a eu dans les trois pays, hein, si on prend le cas de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger, il y a eu des mobilisations populaires, déjà du temps où on avait des dirigeants, entre guillemets, démocratiquement élus, toujours entre guillemets, qui n'ont pas abouti parce que le rapport de force n'était pas favorable. Là, il y a eu des circonstances précises et particulières qui font que dans ces trois pays, il y a eu des retournements du rapport de force interne à l'armée, interne au système et interne également, je dirais, aux alliances de classe, qui ont eu aussi pour effet des retournements d'alliance à l'échelle internationale. Donc le départ de la France, il est arrivé d'autres acteurs comme la Russie, la Turquie, la Chine, qui étaient déjà là d'une certaine manière, mais qui aujourd'hui sont un peu plus mis en avant. Donc je pense que ces perspectives sont des moments, je dirais, de déplacement des frontières idéologiques dans lesquelles il faut que nous maintenions le cap d'un panafricanisme exigeant, démocratique, mais dans le sens vraiment du pouvoir au peuple, doté de structures suffisamment représentatives de toutes les catégories sociales, notamment les travailleurs, les paysans, les jeunes, les femmes, etc., et qu'en même temps, on regarde ce qui se fait dans d'autres pays où ces processus de rupture se font par les urnes. Je pense notamment au cas du Sénégal. Donc là, on est vraiment, je pense, dans une période où on a vraiment des expériences qui nous permettent vraiment de revenir à ce qu'est le panafricanisme en termes de méthodologie, c'est-à-dire une analyse comparée des différentes situations africaines, qui permet de voir qu'est-ce qui, dans telle situation, donne des résultats, qu'est-ce qui, dans la même situation, dans un autre endroit, est une impasse totale, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a ce travail d'analyse, de décantation, d'observation à avoir, et effectivement un travail de positionnement qui, à mon niveau, ne consiste pas à soutenir des individus qui sont à la tête de tel ou tel État. Personnellement, je n'ai jamais soutenu une quelconque personnalité à la tête d'un quelconque État parce que
je pense que cette voie-là, elle est assez, comment dire, elle est mauvaise. Il faut soutenir des luttes, il faut soutenir des principes, il faut soutenir des idéaux, et il faut, comment dire, éviter le développement du culte du chef, de la personnalité, exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'expérience du cas de Sékou Touré, on a l'expérience de l'union Ghana-Guinée-Mali. On sait comment cette union a été brisée par l'impérialisme. Donc, quand on voit aujourd'hui l'AES, on sait très bien que, voilà, dans la direction où ils vont, on sait très bien que l'histoire peut se répéter. Voilà. Et donc là aussi, on a aussi un travail, je pense, d'alerte à faire qui n'est pas évident parce qu'il y a un fort enthousiasme de la jeunesse africaine qui y croit profondément. Et notre difficulté en tant qu'analyste, en tant que militant, en tant que personne d'une certaine expérience, je dirais, c'est vraiment de pointer, de mettre des balises et en même temps de ne pas non plus, comment dire, étouffer un certain nombre de dynamiques révolutionnaires, d'enthousiasmes révolutionnaires qui sont en cours. Mais néanmoins, je pense qu'on a une tâche qui est extrêmement complexe. Je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un deuxième Sankara, d'un second Sankara, il faut autre chose. On n'a pas besoin d'un second Modibo Keïta, il faut autre chose parce que les contextes sont quelque peu différents. On n'a pas besoin d'un nouveau Lumumba, mais il faut qu'on regarde les conditions dans lesquelles les États, les peuples, les sociétés se trouvent et comment dire, on arrive à comprendre que les États en Afrique ne sont pas éternels. L'URSS n'a pas été éternel. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas éternels. Israël n'est pas éternel. D'ailleurs, ça a été créé. Bon, voilà, il n'y a rien d'éternel. Voilà, c'est extrêmement important. La dimension historique du système et des luttes nous montre que rien n'est éternel, que tout a un début. Et parce que tout a un début, tout peut avoir une fin. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le régime d'apartheid a eu un début, il a une fin. Et je pense que c'est cette dimension historique que nous devons avoir à l'esprit, c'est-à-dire que les États néocoloniaux ont un début d'un point de vue historique et ils auront une fin. Et c'est à nous aujourd'hui de tracer les lignes de cette fin, mais si on ne connaît pas les racines de ces États néocoloniaux, on ne peut pas en comprendre la manière dont ils prendront fin. Parce que si on ne connaît pas les racines, on va penser que ces États ont disparu parce qu'on ne connaît pas les racines, alors qu'ils continuent en fait d'agir. D'où l'importance vraiment de revenir à l'histoire, de revenir à la révolution haïtienne, de revenir à un certain nombre de moments de rupture historique. Sans connaissance des dynamiques, il est difficile de faire de la politique. Et tout simplement, ça c'est un excellent message. Et le deuxième message que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que il ne faut pas confondre démocratie et état de droit. Une démocratie sans état de droit, c'est du folklore. L'état de droit, c'est l'expression des libertés privées et publiques qui nous permettent de nous organiser, qui permettent à nos peuples de respirer et de parler. Voilà, donc on arrive presque à la conclusion de notre heure de débat. Saïd, est-ce que tu voudrais conclure? Oui, moi, En juste, attendant que Hamzat conclue à son tour. non, juste souligner que quand Ouais. Cabral, Fanon, Malcolm commencent leur lutte, le monde est aussi bouché que le nôtre. Autrement dit, la perspective des victoires n'est pas immédiate. Cabral est encore dans le maquis, Fanon meurt avant l'indépendance et il assiste désespéré à l'assassinat de Lumumba et donc il voit les facteurs de régression. Simplement quelque chose les guidait, qui était la certitude que en résistant et en s'appuyant sur les classes populaires, eh bien rien ne peut résister à cela. Et donc la perspective pour moi aujourd'hui, c'est de garder le cap, comme disait Hamzat, sur le fait que tout est historique. C'est une des lois de la dialectique, tout est en mouvement, rien n'est éternel. Et donc faisons en sorte de passer le plus vite possible à la phase ultérieure, c'est-à-dire une véritable libération. Merci Saïd. Hamzat, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, je pense que Fanon, Lumumba et Malcolm X sont des figures qui ont mené une marche vers la lucidité,
vers l'espoir et vers la conscience que les victoires sont effectivement possibles. Voilà, je pense que c'est des enseignements qui sont très importants pour des personnes qui douteraient encore de la possibilité de nous libérer, de nous émanciper, de nous auto-émanciper dans des solidarités qui sont plus que jamais nécessaires. D'où l'importance, encore une fois, de se réunir tous ensemble pour continuer le travail aujourd'hui. Merci. Merci à vous deux, chers camarades, pour vos interventions très sympathiques, très éclairantes et surtout pleines d'espoir. Nous ne commémorons personne, nous ne célébrons personne, nous célébrons un message et nous célébrons le futur et l'avenir de nos luttes, toutes communes, toutes dirigées vers la liberté, toutes dirigées vers l'émancipation et le droit. Merci infiniment et à très bientôt. Bientôt. À tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter et l'amabilité de nous suivre, je dis merci. Et puis n'oubliez pas de cliquer et de donner votre avis et votre opinion sur la discussion que nous venons d'avoir. Merci messieurs, merci chers camarades, à très Merci. bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir.